Planète, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent autour de cette question. Doit-on rétrécir le monde ? Voitures démesurées, voyages à l'autre bout de la planète et échanges instantanés rythment le quotidien d'une partie des habitants de la Terre. Mais ne vaudrait-il pas rétrécir notre monde afin d'y retrouver une plénitude appartenant souvent au passé ? La réponse d'un ingénieur exigeant et sévère à l'encontre de ces innovations actuelles. Cet ingénieur, c'est Philippe Biwix, qui est l'auteur de L'âge des low-tech, qui est apparu au Seuil en 2014. Il est avec nous en visio et c'est Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech, Sciences et Santé au Point, qui va échanger avec lui, moyennant quelques petits réglages techniques. À tout de suite. Je pense qu'il nous entend. On peut commencer. Super, génial. Merci Boris. Bonjour Philippe. C'est génial de vous avoir avec nous. Alors, comme le disait Boris, vous connaissez énormément de choses dans des domaines très différents. Ça peut être les transports, la construction. Vous êtes à la fois acteur et très curieux. Et la première question qui me vient, c'est est-ce que les progrès technologiques actuels dans les transports, dans le nucléaire, vont nous permettre de vivre comme avant, ou est-ce qu'il faut aller vers d'autres solutions, la sobriété par exemple? Oui, merci Guillaume. Alors c'est une question absolument clé et qui est un débat qui a commencé il y a assez longtemps sur la technologie peut-elle nous sauver ou pas, et on sait tous qu'on n'est pas passé à l'âge du cuivre ou du bronze par manque de silex. En fait, il y a quand même trois problématiques par rapport à la promesse du toujours plus et à la possibilité de rester dans cette incroyable consommation qu'on peut avoir à la fois de matériaux, d'objets, de services, de déplacements. Le premier problème, c'est la question de la consommation de ressources. C'est-à-dire que tout ne se résume pas à une question énergétique, ou plutôt la question énergétique est très liée à la question des ressources. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie potentielle, je dirais, que ce soit peut-être dans le nucléaire ou que ce soit dans le solaire, dans l'éolien, mais il faut des ressources métalliques en particulier, pour capter, pour convertir, pour utiliser, pour transporter ces énergies. Et c'était quelque chose qui n'était pas trop à l'agenda des questions publiques il y a une dizaine d'années, mais maintenant il y a quand même de nombreux rapports qui sortent. Alors, l'Agence internationale de l'énergie, l'OCDE, la Banque mondiale, et tous les rapports pointent en fait la gigantesque accélération qui va être nécessaire dans l'extraction des métaux pour suivre la transition énergétique et la consommation dans les panneaux solaires, dans des éoliennes, mais aussi quelque part dans les circuits primaires de centrales nucléaires ou dans n'importe quel dispositif technologique. Donc il y a cette question de la consommation de ressources et le lien avec l'énergie. Et puis, on a une autre problématique, c'est que l'enrichissement technologique de nos objets, alors ça peut être la voiture autonome de demain, ça peut être l'ensemble de la domotique peut-être, des objets connectés qu'on nous promet, eh bien en fait vient complexifier les objets, les produits avec des dizaines de ressources différentes. Dans un smartphone, on a une quarantaine de métaux, et quand on arrive en fin de vie, quand il va falloir recycler ça, eh bien c'est très difficile parce qu'évidemment tout est très mélangé. Alors on peut progresser là-dessus, mais on a bien du mal à tout séparer. Et donc globalement, en fait, on s'éloigne de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, vous avez une trentaine de métaux, notamment des métaux emblématiques des nouvelles technologies, sur une soixantaine de métaux, donc la moitié des métaux au niveau mondial qui sont recyclés à quasiment 0%, enfin moins de 1%, disent les rapports officiels, à cause de cette complexité. Donc plus on va vers des high-tech finalement, et plus on consomme des ressources, souvent des ressources plus rares, plus concentrées dans des pays un petit peu exotiques parfois, et puis on s'éloigne de l'économie circulaire. Le deuxième sujet, je vais être plus court sur celui-là, c'est la question un petit peu systémique. C'est-à-dire que sur le papier, on a des technologies, on a des promesses qui sont tout à fait intéressantes. La voiture autonome, elle peut permettre de covoiturer tous beaucoup plus demain. Elle permettrait peut-être même de construire moins de voitures en partageant. La Smart City, elle pourrait peut-être optimiser son métabolisme grâce à un certain nombre de dispositifs. Bon, très bien. Mais pour faire la Smart City ou pour faire la voiture autonome, eh bien, il faut aussi déployer un réseau de télécoms, il faut aussi produire des datas, les exploiter dans des centres de données qui eux-mêmes vont être énergivores, qui eux-mêmes vont consommer des ressources. Et du coup, on a un problème de rapport coût-bénéfice, diraient un peu les
les économistes, hein, c'est-à-dire qu'on a des coûts environnementaux qui vont être l'installation d'un réseau 5G ou 6G demain, à partir des années 2030 sans doute, pour permettre en fait la voiture autonome, pour permettre la Smart City. Et puis les bénéfices environnementaux, eux, ils sont moins évidents. Et ils sont moins évidents pourquoi? À cause d'un troisième problème, qui est l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on a toujours, finalement, ça fait 2 siècles que la trajectoire technologique de l'humanité progresse évidemment énormément en termes d'efficacité, d'efficience. On a des services, des produits qui consomment de moins en moins de ressources, hein, et de moins en moins d'énergie, c'est normal. Hein. On n'est plus aujourd'hui avec des rendements de moteurs qui correspondent au rendement de la machine à vapeur du début du 19e siècle, et tant mieux. Mais en fait, cette efficacité technologique, eh bien, elle se transcrit dans une efficacité économique, hein, des produits qui sont moins chers, des services qui sont plus accessibles, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'il y a progrès technologique, parce que les entreprises, eh bien, elles sont dans un monde compétitif, donc elles ont intérêt à vendre des choses qui sont moins chères. Mais cette efficacité économique, eh bien, elle va provoquer une augmentation de la demande, hein, et ça, on le voit partout. Hein. Donc, l'offre moins chère crée la demande. Donc, ça va être dans l'aérien, où finalement, on va avoir effectivement un coût par passager kilomètre, un coût environnemental, j'entends, beaucoup plus bas, parce que voilà, on va optimiser les taux de remplissage, on va avoir des turboréacteurs qui sont de bien meilleure qualité, donc on va baisser la quantité de kérosène qu'on a besoin d'utiliser, très bien, mais globalement, du coup, ça va permettre l'essor de l'aviation low cost, de beaucoup plus de tourisme, et donc globalement, la facture environnementale, en fait, ne réduit pas. Et ça, c'est quelque chose qui avait été mis en exergue par un économiste qui s'appelle Stanley Jevons, donc dans les années 1860, hein, quand le Royaume-Uni exportait encore de l'ordre de la moitié du charbon mondial. Il y avait déjà les premières inquiétudes, et puis on disait c'est super, les machines à vapeur consomment de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique, donc on va consommer de moins en moins de charbon à l'avenir. Et puis lui, il avait dit non, il va y avoir de plus en plus de machines, parce que comme le travail mécanique sera moins cher, il va se répandre dans les manufactures, dans les industries. C'est effectivement ce qui s'est passé, et donc globalement la facture augmente. Et on voit ça partout, on voit ça dans les voitures qui ont des meilleures motorisations, mais finalement elles sont plus lourdes, plus performantes. Donc la voiture moyenne aujourd'hui, grâce à la part de marché des SUV, elle a tendance à émettre plus de CO2 cette année que l'année dernière. On voit ça dans le numérique, évidemment, où les effets rebonds et les progrès sont phénoménaux dans les deux cas, mais la facture augmente. Voilà, donc ressources, problématique un petit peu je dirais, de périmètre, hein, les effets de bord, on pourrait dire, de technologie, et puis la question de l'effet rebond. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais parler avec vous de solutions très vite, avoir votre avis sur le nucléaire notamment. Mais juste avant, je voulais vous poser une question. On a la chance de se parler en visioconférence. Vous parliez tout à l'heure du trafic aérien, et on a vu avec la pandémie exploser les outils de visioconférence, les réunions. Le monde que nous promet Mark Zuckerberg à travers le métavers est peut-être une peau artificielle. Il travaille très sérieusement avec Carnegie Mellon pour y arriver, pour pouvoir faire de l'escrime à l'autre bout du monde en restant chez soi. Est-ce qu'il va consommer moins d'énergie, moins de ressources, ou est-ce qu'on a tout lieu de s'inquiéter également de ces mondes virtuels parallèles? Moi, je crois qu'on a tout lieu de s'inquiéter. D'abord sur la question disons, des usages qu'on peut faire du numérique. C'est-à-dire que, bien sûr que, et notamment à l'aune de la pandémie, en ayant des restrictions de déplacement, on va pouvoir effectivement pallier ces restrictions grâce à du numérique. Et c'est bien sûr très intéressant. Mais en même temps, on a cet effet rebond, encore une fois, qui fait que la consommation augmente beaucoup. Et je pense que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, eh bien, elle va nécessiter évidemment des capacités de calcul tout à fait incroyables, et elle va nécessiter d'augmenter les tuyaux, hein, d'une certaine manière. Donc chaque année, on continue à dérouler des câbles transocéaniques, on continue à installer des data centers. Et donc je pense qu'on n'est qu'au début oui, malheureusement, de l'aventure numérique là-dessus. Il faut comprendre que le secteur numérique au sens large, hein, donc si j'inclus les équipements des consommateurs, si j'inclus les réseaux télécoms, si j'inclus les centres de données, donc l'ensemble de la chaîne de production, c'est plus que le transport aérien aujourd'hui. Hein. On est au-delà du milliard de tonnes de CO2 d'émissions pour un transport aérien qui est plutôt autour de 650-700 millions de tonnes. Alors, ça dépend si on compte avant ou après, on va dire dans un nominal avant pandémie. Donc on est dans quelque chose qui est absolument matériel et extrêmement coûteux en énergie et en ressources, avec donc
des matériaux qui sont frappés, des matériels plutôt qui sont frappés d'obsolescence assez rapide. Alors pas forcément de l'obsolescence programmée, hein, c'est plutôt de l'obsolescence des désirs d'abord, hein, quand on a envie de changer son téléphone tous les 18 mois ou les 24 mois, et puis aussi des obsolescences systémiques hein, entre le hardware, le software, les ordinateurs qui vont marcher encore, mais qui ne seront plus assez rapides pour les systèmes d'exploitation, pour les obésiciels, pour les téléchargements de pages web, etc. Donc il y a toute une inflation qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on progresse très très vite, c'est de l'ordre de 5 à 7% par an en termes d'impact environnemental pour l'instant, et ce malgré les progrès qu'il y a pu avoir sur la manière dont on refroidit les data centers, par exemple, dont on a optimisé les températures de fonctionnement, optimisé l'architecture pour mieux utiliser les serveurs, les mettre en veille, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Un data center aujourd'hui de qualité mondiale, on va dire, comme peuvent l'avoir d'ailleurs souvent les GAFA, et sont plutôt très, très efficaces par rapport à des data centers d'il y a 10 ans. Mais malheureusement, évidemment, il y en a beaucoup plus et avec une quantité de serveurs bien plus importante. Donc moi, je pense que le métavers, c'est le business as usual finalement qui continue à nous projeter vers un monde du toujours plus. Alors est-ce que ça va d'autant plus économiser du transport parce que on aura l'impression d'être dans une réunion à Melbourne sans avoir besoin d'y aller? Ça, j'ai l'impression qu'en fait, ce sont des vieilles promesses. En fait, il y a 10 à 15 ans déjà, on nous parlait des téléconférences qui allaient économiser les déplacements. Et finalement, on s'est aperçu que les téléconférences, elles ont augmenté en même temps que les déplacements. Et ce qui a calmé les déplacements, ce n'est pas la possibilité de faire des téléconférences, c'est finalement des restrictions avec des tests PCR à l'entrée dans certains pays tout à fait désagréables, des quarantaines et autres, et puis moins d'avions et des billets plus chers. C'est ça qui a créé la réduction des déplacements. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu. L'histoire a déjà été écrite plusieurs fois sur ces promesses-là. Le problème, Philippe Biwix, c'est que la sobriété, c'est pas forcément très sexy. Est-ce qu'il peut y avoir une sobriété heureuse? Alors, je pense qu'il faut effectivement se redire un petit peu ce que peut être la sobriété. Moi, je constate quand même que le mot a progressé, puisque on voit dans des rapports très officiels. Je pense par exemple au rapport RTE sur lequel on reviendra sans doute, puisque vous avez une question sur le nucléaire. Donc ce rapport, nos scénarios énergie future en 2050, là, qui est sorti il y a quelques semaines, il y a cette sobriété qui est proposée, hein, une sobriété qu'on peut trouver tout à fait liberticide ou au contraire timide, selon les acteurs, alors qui consiste à avoir des voitures plus petites, par exemple, ou à se déplacer un petit peu moins, ou à chauffer alors pour être dans le scénario RTE, c'est chauffer à 1 degré de moins. Il faut savoir que cette sobriété-là, c'est pas une sobriété que RTE a fait tomber du ciel, hein, c'est inspiré de la stratégie nationale bas carbone, dans laquelle il y a aussi une sobriété, une efficacité qui est réalisée sur l'isolation des bâtiments, mais aussi une certaine sobriété avec le fait qu'on baisserait de 1 degré le chauffage dans les maisons et les appartements. Bon, 1 degré de chauffage en moins, quand on connaît la manière dont a pu dériver notre notion de confort, hein, parce qu'évidemment, tout ça, c'est la question de jusqu'à quel point on remet ou pas en fait en cause un certain confort. Bon, voilà, moi je viens pas d'une famille extrêmement pauvre, mais c'est certain que dans les années 70 et ma prime jeunesse, dans une vieille maison, on chauffait moins sans doute en hiver qu'aujourd'hui dans un appartement parisien à 22 ou 23 degrés. Donc il y a eu un décalage hein, des référentiels finalement, et la question c'est est-ce qu'on peut redécaler les référentiels dans un autre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une voiture qui va faire 1,8 tonne, est-ce qu'on est capable de réimaginer des voitures plus petites, alors tout en ayant évidemment engrangé un certain nombre de progrès technologiques, bien entendu. Il serait idiot de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais est-ce qu'on peut faire des voitures plus légères pour les plus anciens qui ont connu les 4L ou les 2 chevaux? Bon voilà, c'était des années qui n'étaient pas particulièrement liberticides. Je crois que c'était plutôt des années de liberté, la décennie 60 et 70. Et puis voilà, vous aviez les cheveux au vent dans votre petite casserelle et à 90 km/h, on commençait à sentir que ça allait vite et la voiture vibrait un peu et faisait un peu de bruit. Bon voilà, est-ce que finalement on ne peut pas revenir à des choses comme ça? C'est-à-dire que finalement de se dire que
Maintenant, on va être face à un choix où on devra décider si on installe quelques milliers de mâts d'éoliennes de plus, ou si on pourrait économiser ces quelques milliers de mâts d'éoliennes parce qu'on apprendrait à mettre un t-shirt sous la chemise en hiver euh, et à conduire une voiture un petit peu plus petite. Donc je pense qu'effectivement, ce sont bien sûr des choix un petit peu sociétaux, ce sont des choix qui doivent être expliqués, qui doivent être accompagnés certainement par la puissance publique. Et il y a aussi derrière, finalement, me semble-t-il, dans le rôle de la puissance publique, il y a à la fois un rôle, bien sûr, réglementaire, prescriptif, fiscal, sur les questions de. On a vu par exemple le débat à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, qui était issu de la Convention citoyenne sur le climat, sur la question de la taxe au poids des véhicules, par exemple, à quel moment il faut en mettre une et à partir de quel niveau. Donc voilà, il y a ce rôle un peu standard, mais il y a aussi un rôle de la puissance publique, bien entendu, sur la question de l'exemplarité, sur la question du pouvoir d'entraînement, je dirais. Et si vous regardez des campagnes des années 70 à la télévision après les chocs pétroliers, il y avait des publicités avec votre pull vert, le meilleur outil anti-gaspi. Il y avait voilà, des choses comme ça. Donc on peut aussi imaginer demain que une émission de télévision en 2045, ça ne sera pas en plein hiver, alors qu'il fera 0 degré ou moins 2 degrés dehors, que ce ne soit pas avec des gens qui soient, j'en sais rien, en t-shirt, en débardeur, en chemise ouverte, mais finalement, qui soient habillés comme les téléspectateurs. On peut imaginer un certain nombre de mécanismes, me semble-t-il, qui pourraient être tout à fait positifs. Moi, ça me va très bien de revenir à la 4L et au pull vert. Mais est-ce que ça suffira? Et qu'est-ce que vous pensez précisément du nucléaire qui est au centre de la campagne présidentielle? Est-ce que là aussi les progrès technologiques, le thorium par exemple, peuvent rendre un nucléaire très intéressant? Oui, alors, bon, il ne s'agit pas forcément de revenir à la 4L, hein, parce que en fait, c'est plutôt la 4L avec un pot catalytique. Enfin, justement, on peut engranger, on a aussi progressé dans les matériaux, etc. Donc, il faut en fait, mettre au service il y a un de designer la parisien qui sobriété bosse là-dessus. les progrès technologiques. Mais alors, est-ce que ça suffira? Bon, ce que je trouve intéressant là, quand on regarde un petit peu le rapport RTE, c'est que finalement, il nous met devant nos responsabilités. C'est que on peut plus rester dans une position un petit peu paresseuse. Finalement, je dirais, comme on a pu l'avoir ces dernières années, sur le fait de dire, nous, c'est bon. Ceux qui disaient, il faut passer au renouvelable, et puis ceux qui disaient, non, nous, c'est bon, on a le nucléaire, donc ne nous embêtez pas. Parce que, en fait, ce que pointe le rapport en premier lieu, ce que savaient évidemment déjà les professionnels, mais là, maintenant, c'est écrit noir sur blanc pour tout le monde, c'est que, non, c'est pas quand on a le nucléaire, mais il va prendre fin, et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre le remplacer. Alors, le remplacer par un nouveau nucléaire ou prolonger un peu le nucléaire et ou par des renouvelables. Et que dans les deux cas, donc quels que soient les scénarios retenus, c'est-à-dire un mix de nucléaire et de renouvelable ou bien uniquement du renouvelable, l'effort industriel est totalement hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et compris juste pour la partie nucléaire, c'est-à-dire que c'est extrêmement complexe et les scénarios les plus hauts dans RTE sont déjà des scénarios qui sont potentiellement difficilement accessibles. Et je ne parle pas juste des déboires de Flamanville, hein, c'est le fait que ce sont des objets extrêmement complexes. On les construira forcément un peu moins vite et de manière peut-être plus prudente que dans les années 70 et 80, parce que voilà, entre-temps, il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui s'est installée et qui joue son rôle, parce qu'il y a des questions de filières industrielles, de capacité chez les soudeurs, dans le bâtiment, etc. Donc voilà, l'effort va être totalement impressionnant. Et je trouve que du coup, par rapport à cet effort impressionnant, convoquer la question de la sobriété est vraiment intéressante parce que voilà, ce sont des efforts en moins à faire porter soit sur le nucléaire, soit sur le renouvelable, soit sur les deux. Et il n'y a pas qu'une sobriété en fait de consommation dans l'absolu en nombre de kilowattheures, de térawattheures, enfin de milliards de kilowattheures comme on dit dans une année. Et où là effectivement on peut dire est-ce qu'on va chauffer les maisons à 17 degrés, à 18 degrés, à 19 degrés, à 20 degrés. Il y a aussi une question de sobriété de performance. J'essaye de m'expliquer là-dessus, c'est que quand vous avez un mix éolien par exemple qui va être assez important, hein, quel que soit le scénario, on doit être dans les scénarios les plus bas, à 15% peut-être du mix de production, et puis dans les scénarios les plus hauts, on peut monter à 45 ou 50% du mix de production. Eh bien, en fait, il faut être capable d'encaisser un problème qui est pas de vent en Europe pendant une semaine, par exemple. Et ce sont des épisodes assez rares, mais qui arrivent.
Et donc à ce moment-là, il faut être capable, si on veut envoyer la puissance nominale à tout le monde et être toujours en capacité de le faire, eh bien il va falloir installer une quantité phénoménale de dispositifs de stockage, alors qui pourront être des batteries, qui pourront être du biogaz, qui pourront être de l'hydrogène évidemment avec des hydrolyseurs, mais en étant capable d'envoyer 15, 20, 30, 40% de la production électrique pendant une semaine, ce qui rend le truc absolument gigantesque. Or, on aura une autre solution qui est justement de se dire, bah, finalement, est-ce qu'on ne peut pas accepter en 2045, une fois tous les 2 ans, je ne sais pas, de dire que bah, au bout de 2-3, ok, il n'y a pas de vent, au bout de 2-3 jours, bah, désolé, on va aller alimenter les hôpitaux en priorité, bien sûr, on va alimenter les réseaux de transport, on va alimenter les industries électro-intensives, des gens qui doivent avoir la puissance nominale quoi qu'il arrive, mais pour les particuliers, ben, voilà, on vous enverra un peu moins, et puis il faudra peut-être pas faire tourner la machine à laver en même temps que le lave-linge ce jour-là, parce qu'au lieu de vous envoyer 3 kilowatts, on va vous envoyer seulement 1 kilowatt ou 1,5 kilowatt. Et en faisant ça, on libérerait des besoins de stockage extrêmement importants et du coup, mécaniquement, l'effort industriel serait moindre, le coût serait moindre. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel le consommateur peut être intéressé, quoi. Finalement, est-ce que vous êtes là, c'est cette notion d'effacement. Donc, de dire, est-ce que vous voulez payer votre électricité sans, mais une fois de temps en temps, je vous enverrai un petit peu moins en vous prévenant à l'avance d'ailleurs, parce que j'ai les bulletins météo, je vous enverrai un petit peu moins, je vais brider un petit peu votre puissance, ou est-ce que vous voulez payer votre électricité 150? Parce que à ce moment-là, il faut que j'installe les hydrolyseurs un petit peu plus. Et puis, je vais les installer à côté de chez vous. Par ailleurs, il y a la question un peu de l'industrialisation, on pourrait dire, des campagnes qui peut s'inviter aussi. Donc, voilà, je crois que ce sont des questions qui sont en creux aujourd'hui dans ce rapport RTE et qu'on pourrait mettre sur la table. Qu'on pourrait mettre sur la table et nous permettre de repenser notre manière de consommer, tout simplement de vivre. Philippe Biwix, un grand merci à vous, merci à Boris également. Merci Philippe, on vous applaudit. Merci. Car il est temps pour nous, de notre côté à Toulouse, de faire une pause, histoire de se sustenter dans la joie et la bonne humeur. On vous retrouve à 14h pour une après-midi bien remplie. On va parler océan, quantique, viande, train, ville, énergie, exploration et Goldorak à la fin, évidemment. À tout à l'heure.